Salut, c'est Romaric. Aujourd'hui, j'ai envie de te lire 3 pages d'un livre qui s'appelle Edible Forest Gardens et que pour toi j'ai traduite. Juste avant de commencer, je vais t'expliquer ce que c'est qu'un jardin-forêt comestible. L'idée, c'est que sur un terrain d'une taille variable, on va dire, ça peut très bien être ça peut être plusieurs hectares, comme ça peut être le petit jardin que tu as derrière la maison de tes grands-parents, sur lequel tu vas planter des arbres principalement, mais également toutes les strates de végétation imaginables. Quand tu fais ça, l'objectif, c'est d'avoir un système pérenne, c'est-à-dire un système qui va d'un an sur l'autre ne pas nécessiter d'être replanté. Là, tu auras facilement noté que ça fait le lien avec la permaculture, puisqu'on va chercher à fournir le moins d'efforts possible. Du coup, si je t'en parle, c'est parce que selon moi, c'est une très bonne façon de vivre sa flemme de manière soutenable. Donc, pour te motiver à toi aussi faire dès maintenant ton jardin-forêt comestible, voilà, je vais lire. Et je vais peut-être même aussi trouver des vidéos stylées de jardin à mettre en fond pendant que je lis. Mais ça, je suis pas sûr, on verra quand je ferai un montage parce que je vais faire un montage. Et ça me semblait tellement incroyable qu'il fallait que je te le dise. Comment le jardinage forestier peut-il nous aider à réimaginer notre monde, notre vision de celui-ci et notre identité? Première partie sur écologie forestière des banlieues du futur. Bon, faut savoir que j'ai traduit ça un peu à la zeub, hein. Voilà. Bon, allez, c'est parti. Imagine-toi vivre dans une banlieue typique à la fin du XXIe siècle. Tes voisins et toi, comme la ville entière, avez transformé vos jardins de derrière, des côtés et de devant en des forêts comestibles de toutes sortes. Les fruits et les noix couvrent partout les arbres. Les baies traversent les barrières. Tu peux marcher sur le trottoir et grignoter en chemin. Une nourriture variée, verte, rouge, bleue, marron et multicolore, pousse sur tout le trajet. Tu connais même le nom de certains et comment les utiliser. Des fleurs s'épanouissent de partout, l'air parfumé est rempli d'insectes vacants à leurs activités. Le paysage complet s'est transformé en paradis comestible. Certains des jardins-forêts sont là depuis 50 ans et ceux qui les étudient apprennent beaucoup à propos des écosystèmes designés et leur développement. Certaines personnes ont créé des forêts comestibles discrètes et nécessitant peu d'efforts, tout en restant néanmoins productifs et agréables au regard. La plupart d'entre eux fournissent une récolte diversifiée, selon les produits ainsi que la période et la zone à laquelle ils sont ramassés. Malgré ça, tous les jardiniers ne se concentrent pas sur les mêmes objectifs. L'un se focalise sur la production de baies, l'autre de noix. Certains préfèrent les légumes et les herbes médicinales qui poussent à mi-ombre. Beaucoup apprécient leur tour habituel dans le jardin en début de soirée, après le travail. Pour tout le monde, il s'agit là de vivre dans un lieu de toute beauté et de se reconnecter avec la nature et eux-mêmes. D'autres personnes encore planifient intensivement leur jardin. Ils obtiennent de plus grandes récoltes de nourriture, de simples et d'autres produits. Des plantes plus ou moins utiles comblent chaque niche. Ces jardiniers passent la majorité de leur temps à récolter, transformer et partager, ou vendre, le fruit de leur travail, plutôt que d'être accaparés par le désherbage et les plantations. Dans certains cas, les personnes utilisent leurs divers jardins à des fins différentes. L'un pour manger, l'autre pour le miel, l'un pour les médicinales, l'autre pour les tinctoriales. Ces jardins peuvent même atteindre la taille de certaines fermes à mesure qu'ils croissent et sont reliés à d'autres. L'artisanat est réapparu, se basant sur un système coopératif à petite échelle pour la production, la transformation et la vente des récoltes locales. Toutefois, les liens construits ici dépassent largement l'aspect économique. Comme de nombreuses personnes se sont lancées dans les jardins comestibles, ont restauré des espèces appropriées pour leur usage ou leur rôle écologique à l'intérieur de ceux-ci, ont rendu le sol fertile, beaucoup de choses intéressantes se sont produites au niveau de l'écosystème.
D'abord, davantage d'oiseaux sont apparus dans le paysage humain, comme pour les insectes. Comme l'environnement s'est stabilisé, des amphibiens et des reptiles se sont réinstallés. Ensuite, les gens se sont rendus compte que leur culture était moins sujette aux maladies, rendant les pesticides encore moins utiles qu'avant. Le sol s'améliorant, la santé des plantes s'améliore aussi. L'eau est retenue dans les jardins plutôt que d'être redirigée vers les égouts. Au cours du temps, les gens ont réduit leur recours aux engrais et à l'irrigation. La santé des ruisseaux, des lacs, des étangs et des rivières s'est également améliorée, puisque moins de nutriments issus des jardins surengraissés est acheminé vers eux. Les poissons ne s'en portent que mieux. Les parcelles de forêt isolées ont été reliées entre elles comme les maisons-jardins ont installé leur équilibre et se sont répandues dans la ville. Les propriétés sont devenues des routes pour les plantes et les animaux, leur permettant d'interagir avec l'ensemble du voisinage qui, autrefois, leur était interdit. Ces changements furent parfois bons, parfois mauvais, mais les gens ont compris que cela signifiait que la toile de la vie était en train de se renouveler. Finalement, tout le pays a intégré l'idée des forêts-jardins. Des forêts comestibles ont surgi dans les centres-villes, dans les banlieues et à la campagne. Le nombre d'expérimentations initiées par la population s'est accru. Après un peu d'agitation, les recherches menées par les nations et les universités ont débuté. Le résultat de cette dynamique a été le développement de nouvelles variétés de plantes à inclure dans des polycultures pérennes adaptées à tous les climats et tous les sols d'Amérique du Nord. Notre habitat humain a commencé à ressembler, à sentir et à agir davantage comme un écosystème naturel. L'agriculture que nous connaissions s'est transformée, tout comme les villes, leurs périphéries, les zones rurales et notre façon de nous voir dans la nature. Les forêts, les plaines et les cours d'eau du monde devenant plus propices à la diversité, à la fertilité et à la vie en général, notre santé s'est améliorée et nous nous sommes sentis davantage vivants, connectés et moins seuls que depuis des générations. Les choses sont devenues meilleures depuis que les forêts-jardins se sont implantées en Amérique du Nord à la fin du XXIe siècle. C'est une belle vision, n'est-ce pas ? Voilà, ça c'est la première partie. Bon, j'espère que ma lecture elle est pas trop désagréable parce qu'en fait j'ai traduit ça, j'ai relu, mais là en le lisant d'un bloc, il y a des trucs qui m'ont un peu bloqué parce que ça n'a pas trop de sens. Voilà, bon. Du coup, deuxième partie, restauration écologique, réforme écologique. Pour beaucoup, le scénario présenté précédemment peut sembler farfelu, idéaliste ou tellement proche du Jardin d'Éden que cela a l'air inconsistant. Parlons un peu de ça. Le rôle que la forêt comestible peut jouer dans la restauration de l'écologie de notre paysage culturel est vaste. Cela dépasse la production de nourriture nécessitant peu de maintenance dans les jardins privés et les espaces publics, ainsi que le large choix de forêts que nous pouvons créer. Ce service très important ne peut être rendu que grâce aux interconnexions que l'on peut créer entre le voisinage et dans les villes à une échelle écosystémique, mais également grâce au changement de mentalité nécessaire aux jardiniers pour atteindre leurs objectifs. Bill Mollison, un des cofondateurs de la permaculture, a dit que les banlieues représentaient l'une des meilleures opportunités pour un design et un habitat soutenables. Il y a plus de personnes avec un accès à un petit bout de terre dans ces zones que dans n'importe quelle autre. Dans les villes, les gens ont beaucoup moins d'opportunités de se connecter avec des éléments naturels, et encore moins d'être autosuffisants. Les régions rurales disposent de trop peu de personnes pour viser une importante productivité sans outils dépendants des énergies fossiles. Plus important encore, nous pouvons transformer le paysage culturel de nos communautés en un écosystème fonctionnel en designant, en plantant et en transformant nos jardins en accord avec la nature, en réalisant nos tâches de façon appropriée vis-à-vis de notre environnement. Créer à des fins alimentaires ou à d'autres, des forêts, des savanes, des plaines, des forêts et des marais, permet d'arriver à cela, comme de tisser entre eux les fragments de forêt restants en un écosystème stable et en bonne santé. Avec l'action consciente de milliers voire de millions, cette perspective est tout à fait atteignable. C'est la partie restauration. Cette vision ne peut se produire que grâce à des profonds changements de mentalité de la part des responsables du monde que nous avons et que nous pouvons créer, c'est-à-dire nous tous.
L'écrivaine jardinier Jeannette Marinello détaille ce qu'elle appelle jardiner à l'âge de l'extinction dans son livre Stalking the Wild Amaranth. Après une rétrospective de l'histoire et de la philosophie des jardins depuis la Grèce antique jusqu'à nos jours, et une discussion sur les réalités écologiques que nous allons rencontrer dans les prochaines années, elle écrit « Quelle est la place du design dans un tel monde ?» Comme William Howard Adams le note dans Nature Perfected, l'existence des pôles de surpopulation et de cités monstrueuses soulève des questionnements critiques à propos de la forme, de la fonction et de la survie des jardins. Concocter de fausses images de paradis perdus, selon lui, expose seulement à notre appauvrissement. Il semble que nous soyons forcés de retourner à quelque chose ressemblant à des jardins entourés de murs de pierre d'une quelconque cité barbare médiévale, écrit-il, mais sans la métaphysique pour transformer notre isolement en un environnement civilisé et revitalisant. Y a-t-il une issue à cet abîme horticole et métaphysique ? Premièrement, il n'y a rien de mal à exposer notre appauvrissement. Effectivement, comme le premier pas de n'importe quel processus de guérison ou de transformation, cela risque d'être difficile et pénible. La façon dont nous pensons, mangeons, vivons et jardinons sont responsables de cette perte. Une bonne fois pour toutes, nous sommes tous responsables de ça. Deuxièmement, il y a au moins un échappatoire à cet abîme. La métaphysique est dans le jardin lui-même. Adam et Ève ont quitté le jardin d'Éden après avoir mangé le fruit de l'arbre de la connaissance, quand ils sont devenus conscients d'eux-mêmes et ont réalisé leur séparation d'avec Dieu ou la nature. L'histoire de la civilisation occidentale est l'histoire d'une connaissance croissante et de son application en vue d'obtenir ce que le jardin d'Éden fournissait aisément à l'origine. Pendant ce temps, le monde naturel est devenu autre, a été objectifié et considéré comme un simple moyen vers une fin, un outil ou une ressource nous permettant de répondre à nos desseins, une chose sans valeur intrinsèque. Nous trouvons désormais que cette connaissance nous ramène à la compréhension de cette unité, de cette sacralité. Les frontières que nous avons créées entre notre monde et nous-mêmes tombent. La physique nous montre que ce que nous pensions être de la matière est aussi une onde, et que l'action d'observer quelque chose change ce qu'il observe. Les physiciens oublient de mentionner que cela change l'observateur également. L'écologie explicite les limites et la fausseté de cette croyance selon laquelle nous sommes séparés de la nature, qu'il est possible d'étudier des écosystèmes parfaits dans leur état naturel et qu'elles menacent notre survie et celle des autres espèces. Nous ne pouvons pas retourner à l'union sans frontières et sans conscience de soi, d'une union d'un enfant vers le jardin d'Éden et que nous avons imaginé et peut-être expérimenté par le passé. Le moment est venu de créer le type de coopération avec le monde naturel que seuls des adultes matures peuvent entreprendre avec connaissance de soi, humilité et respect. Nous, humains, sommes à la fois des particules et des ondes. Nous sommes des êtres individuels tout en interagissant et en étant interdépendants avec toute la création, et ce à de nombreux niveaux. Nous avons le pouvoir de créer, mais pas son monopole. Nous pouvons prendre, mais nous devons également donner. Nous ne pouvons pas retourner à la forêt primaire que nous avons détruite, mais nous pouvons la recréer, au moins métaphoriquement, ici et maintenant. Nous pouvons créer un nouveau jardin, mais nous ne pouvons pas le faire seuls. Nous avons besoin de l'aide de la nature, comme elle a besoin de nous. Cette métaphysique implique de nous imaginer comme des éléments du monde naturel et agir en accord avec celle-là. Pas comme les natifs, le firent avant nous, mais en participant de façon appropriée à notre existence dans le temps, notre culture et aux écosystèmes actuels. Maintenant est venu le moment de nous restaurer dans notre environnement et, en parallèle, de le rénover. Pour cela, nous devons nous réformer, repenser qui nous sommes, ce qui est bien et mal, comment le monde fonctionne et comment nous pouvons agir à l'intérieur de lui socialement, économiquement, écologiquement et spirituellement. Cette dynamique radicale est développée dans tout le livre et dans l'idée même de forêt comestible. Comme le mot radical signifie littéralement « de », lié à ou procédant depuis la racine, c'est un terme dont l'utilisation semble appropriée. Allons donc aux racines du problème où les mauvaises herbes continueront de revenir.
Les forêts comestibles nécessitent donc que nous soyons ouverts, que nous écoutions et que nous regardions. Cela nécessite d'aiguiser notre capacité d'observation et de discernement, d'utiliser ces qualités avant d'intervenir dans nos jardins et dans notre monde, d'agir avec autant de respect, d'humilité et de sagesse que nous pouvons réunir, de comprendre où commence notre terrain et où il s'arrête pour inclure le voisinage, la ville, la région et la planète avec tous ses habitants. Nous devons questionner nos croyances et nos vaches sacrées. Nous devons nous concentrer sur la vérité. Et nous devons passer du temps dans nos hamacs à se prélasser dans le jardin. Les forêts comestibles requièrent que nous apprenions l'écologie, pas simplement théoriquement, mais avec nos corps comme point de référence. Quels principes guident notre comportement et notre design vis-à-vis des écosystèmes naturels? En comprenant cela, seulement nous pourrons planifier consciencieusement nos forêts comestibles pour imiter le travail de la nature. Nous devons alors coévoluer avec ces systèmes. Dans ce processus, nous apprenons et changeons. Nous devenons ces principes, comme ils deviennent une part de nous. Comment notre façon de penser et de vivre ne peut-elle pas changer en conséquence? Comme nous discutons des principes de l'écologie et du design dans les chapitres qui suivent, lis également le sous-texte. Les implications que ces principes ont pour notre société. Comme nous ne devons pas seulement revenir tous au jardin, et nos jardins à la nature, nous devons également accueillir le retour de la nature à l'intérieur de nous. Voilà, c'est la fin de cet extrait de 3 pages. Voilà, si ça vous a intéressé, tant mieux. Si vous avez réussi à tenir malgré mes hésitations, bravo. Et voilà, je vous souhaite une bonne continuation dans votre exploration de votre soi.